Les Indiens avaient attaqué le fort et tué la moitié des aventuriers. Les autres avaient été torturés. Il ne restait plus que Soubienkov et le gros Ivan, ou plutôt ce qu'il restait de lui, car il gémissait dans la neige, presque mort. Sur le visage de Yakaga, on voyait encore les marques des coups de fouet qu'il avait reçus autrefois. L'Indien allait enfin se venger. Soubienkov, au fond, ne pouvait pas vraiment lui en vouloir, mais la torture le terrifiait. Il pensa d'abord à demander de l'aide à Makamuk, le chef de la tribu, mais il comprit tout de suite que ce serait inutile. Il pensa aussi à couper la corde et à se battre jusqu'à la mort. Ce serait au moins plus rapide que la torture. Mais la corde était trop solide. Alors, après avoir longtemps réfléchi, une idée lui vint. Il appela Makamuk et demanda qu'un homme serve de traducteur entre eux. Puis il commença à parler. « Oh Makamuk, dit-il, je ne veux pas mourir. Et je vais te dire une chose. Je suis trop savant pour mourir ainsi. Non, je ne suis pas comme les autres. » Il jeta un regard dégoûté vers le gros Ivan, puis le poussa du bout du pied. « Oui, continua-t-il, je connais un remède extraordinaire contre la mort. Je suis le seul à le connaître. Et si tu veux m'écouter, je vais te révéler ce secret. »« Quel remède ?» demanda Makamuk. « Un remède étrange et merveilleux. » Soubienkov s'arrêta un instant, comme s'il hésitait à parler, puis il reprit. « Il suffit d'en mettre un peu sur la peau pour la rendre aussi dure que la pierre. Oui, aussi dure que le fer. Alors aucune arme ne peut la couper. Même le coup le plus fort devient inutile. Un couteau d'os ne vaut plus rien, et même un couteau d'acier ne suffirait pas. Si je te donne ce secret, que me donneras-tu ?»« Je te laisserai vivre, » répondit Makamuk. Soubienkov éclata de rire. « Très bien. Et après, tu feras de moi ton esclave jusqu'à ma mort ?» Son rire devint encore plus moqueur. « D'abord, si tu veux parler avec moi, détache mes mains et mes pieds. » Le chef fit un signe. Quand Soubienkov fut libéré, il se releva, prit du tabac dans sa poche, roula une cigarette et l'alluma. « Tu te moques de moi, » dit Makamuk. « Un tel remède n'existe pas. Rien ne peut résister à une bonne lame. » Le chef ne croyait pas vraiment à cette histoire. Pourtant, il n'était pas totalement sûr de lui. Il avait déjà vu tant de choses étranges chez les trafiquants de fourrure qu'il hésitait encore. « Je te laisserai la vie, » dit-il enfin, « et je ne ferai pas de toi mon esclave. »« Ce n'est pas assez, » répondit Soubienkov. Il jouait son rôle avec un calme incroyable, comme s'il discutait le prix d'une peau de renard. « Ce remède est exceptionnel. Il m'a sauvé la vie plusieurs fois. Je veux un traîneau, des chiens, et 6 de tes meilleurs chasseurs pour remonter le fleuve avec moi et me conduire en sécurité à une certaine distance d'ici. »« Non, » répondit le chef. « Tu dois rester ici pour nous apprendre toutes tes sorcelleries. » Soubienkov haussa les épaules et ne répondit pas. Il soufflait tranquillement la fumée de sa cigarette dans l'air glacé, tout en regardant le gros Ivan. Soudain, Makamuk désigna la cicatrice que le Polonais avait au cou. « Et cette marque ?» demanda-t-il. « Ton remède ne t'a donc pas protégé ?» Soubienkov réfléchit une seconde, puis répondit « L'homme qui m'a frappé était très fort. Plus fort que toi, plus fort que le plus fort de tes hommes. Et malgré cela, le coup n'est pas allé plus loin. » Avec le bout de sa chaussure, il poussa encore le corps du gros Ivan. Horriblement blessé, le Cosaque respirait encore. « En plus, » reprit-il, « le remède que j'avais à ce moment-là n'était pas complet. Il me manquait une sorte de baie que je ne trouvais pas là-bas. Mais ici, dans ce pays, ces baies se trouvent facilement. Ici, mon remède aura toute sa force. »« Très bien, » dit Makamuk. « Je te laisserai remonter le fleuve. Je te donnerai aussi le traîneau, les chiens et les 6 hommes que tu demandes. »« Tu as mis bien du temps à te décider, » répondit Soubienkov d'un ton froid. « Tu m'as insulté en doutant de ma parole. Maintenant, je veux davantage. Je veux 100 peaux de castor. » Makamuk fit une grimace.
Et je veux aussi 100 livres de poissons séchés. » Cette fois, le chef accepta sans difficulté, car le poisson séché ne valait pas grand-chose. « Et je veux 2 traîneaux, » continua Soubienkov. « Un pour moi, et un autre pour mes peaux de castor et mon poisson. Tu me rendras aussi mon fusil. Et si tu refuses encore, dans un instant je demanderai plus. » Yakaga se pencha vers le chef et lui murmura quelque chose à l'oreille. Makamouk demanda alors « Mais comment saurais-je que ton remède fonctionne vraiment ?»« C'est simple. Tu me laisseras d'abord aller dans la forêt. » Yakaga parla encore à voix basse au chef, qui hésita de nouveau. « Tu peux envoyer 20 hommes avec moi, » continua Soubienkov, « pour être sûr que je ne m'enfuis pas. Je dois trouver les baies et les racines nécessaires. Ensuite, quand les 2 traîneaux seront prêts, chargés avec le poisson, les peaux et mon fusil, et quand tes 6 chasseurs seront prêts eux aussi, alors je mettrai le remède sur mon cou. Le plus fort de tes hommes pourra prendre une hache et frapper 3 fois sur mon cou. Ou bien toi-même, si tu préfères. » Makamouk restait bouche ouverte. Il écoutait cette nouvelle magie avec fascination. « Tout ce que tu demandes sera fait, » cria Makamouk. « Commence tout de suite à préparer ton remède. » Soubienkov cacha la joie qui montait en lui. Il jouait une partie très dangereuse, et la moindre erreur pouvait le perdre. Il prit alors un air encore plus fier. « Tu as abusé de ma patience. Je suis vexé par ton manque de respect. Pour réparer cela, tu dois me donner ta fille. » En disant cela, il montrait une jeune fille très laide, avec un œil qui louchait et des dents qui sortaient de sa bouche. Makamouk entra dans une grande colère, mais le Polonais resta parfaitement calme. Il roulait déjà une autre cigarette. « Dépêche-toi, » dit-il. « Si tu tardes encore, mes demandes vont augmenter. » Un silence suivit. Pendant ce moment, Soubienkov oublia presque le drame qui se jouait autour de lui. Il revit dans sa mémoire son pays natal, puis la France. En regardant la fille du chef, il pensa à une autre femme, une petite chanteuse parisienne charmante qu'il avait connue lorsqu'il était jeune. « Que veux-tu faire de ma fille ?» grogna Makamouk. « Je veux qu'elle remonte le fleuve avec moi, » répondit Soubienkov en l'examinant comme un expert. « Elle fera une bonne épouse, et ce sera un honneur pour toi que mon remède se mêle à ton sang. » L'image de la jeune Parisienne passa encore devant ses yeux, et il se mit à fredonner une petite chanson qu'elle lui avait apprise. Ce souvenir heureux lui paraissait presque étranger, comme s'il avait appartenu à un autre homme. Tout à coup, la voix de Makamouk le ramena au présent. « Cela aussi sera fait, » dit le chef. « Ma fille remontera le fleuve avec toi. Mais c'est moi qui donnerai les 3 coups sur ta nuque. Va maintenant dans la forêt chercher ce qu'il te faut. Des hommes t'accompagneront pour être sûr que tu ne t'échappes pas. » La cupidité de Soubienkov avait fini de convaincre le chef. À ses yeux, un homme n'aurait jamais osé parler ainsi face à la mort s'il n'avait pas vraiment eu confiance en son secret. Entouré de gardes, Soubienkov disparut entre les sapins. Makamouk et Yakaga restèrent seuls. « Après qu'il nous aura appris son secret, » murmura Yakaga, « tu pourras toujours trouver un moyen de le tuer. »« Et comment ?» demanda Makamouk. « Son remède l'en empêchera. Il y aura sûrement une partie de son corps qu'il n'aura pas protégée. Nous le tuerons par là, par exemple par les oreilles. Nous pourrons faire passer une lance de l'une à l'autre, ou alors par les yeux. Son remède doit être trop fort pour qu'il puisse en mettre dans ses yeux. » Le chef hocha la tête. « Yakaga, tu parles avec sagesse. S'il n'a pas d'autre magie, nous le tuerons ainsi. »